Mon cher Pierre Lelouch, par se dire que les Européens tremblent, ils sont en train de se réveiller ou c'est un réveil un peu tardif selon vous? Ou est-ce que les jeux sont déjà faits? Ils payent le prix d'une classe politique d'illusionnistes qui sont malheureusement aux manettes depuis longtemps et qui n'ont pas voulu voir ce qui leur arrivait en pleine face. Parce que ça n'a pas commencé avec Trump. Le désengagement américain de l'Europe, il a au moins une vingtaine d'années, il a commencé sous Obama, il a été confirmé sous Biden malgré les apparences. Et Trump, il n'a jamais caché ce qu'il voulait faire. Il a toujours dit. Il n'a juste pas voulu entendre. Personne n'a voulu entendre ce qu'il disait, même là, dans sa campagne électorale. Hein. Ce qui s'est passé dans cette méchante affaire ukrainienne, et que je décris dans mon livre, c'est que, au fond, tout a basculé avec la surprise stratégique qu'a représentée la résistance des Ukrainiens devant Kiev. Car juste avant l'attaque, Biden dit ceci. Je retire mes conseils militaires d'Ukraine, je ne ferai pas d'opération militaire, il n'y aura que des sanctions économiques. L'Europe est sur la même ligne. Pas de chance, si j'ose dire, les Ukrainiens résistent, à la surprise des Russes et des Américains. Et là, il se passe un moment, pardon, je suis un peu long, mais c'est important de comprendre... Et après, on va avoir un sujet, on reviendra là-dessus, Pierre. Allez-y, terminez. Il se passe un moment en février, mars, avril, où Russes et Ukrainiens négocient, ils auraient pu arrêter la guerre à ce moment-là. On n'a pas aidé du tout la négociation. Et à partir d'avril, Biden entre en guerre, et nous, on suit, sans le moindre objectif stratégique, mais sous la pression de médias, et naturellement indignés par ce qui se passait, la guerre, Boutcha, etc. Et on part, l'affaire au fusil, sans fusil, dans l'espoir que les Américains vont gagner la guerre à notre place. Pas de chance, au bout de 3 ans, ils changent de président, et Trump dit... cette guerre est ridicule, je m'en vais, parce que j'ai d'autres chats à fouetter, les Chinois et autres. Et là, tout le monde s'affole. Et là, c'est comme les lapins dans les phares d'une voiture. Exactement. Tous ces chefs européens ne savent plus où ils habitent. Alors, on va aller... Ils n'ont pas de réponse. Pas de réponse, c'est ce que je disais. Et c'est très grave. On va juste aller rejoindre Clélie Mathias et Florian Doré qui se trouvent dans la cour de l'Élysée. Bonsoir Clélie. Pouvez-vous nous dire qui sont les dirigeants européens qui sont là? Je crois qu'il y a aussi le secrétaire général de l'OTAN, à l'initiative d'Emmanuel Macron. L'idée, c'est d'avoir une réponse coordonnée de l'Europe face à ce que dit Donald Trump? Oui, c'est une des conséquences en fait des initiatives de Donald Trump et des États-Unis qui ont décidé d'organiser des pourparlers directement avec Vladimir Poutine et la Russie, sans passer ni par l'Ukraine ni par l'Europe. Alors cette réunion ici aujourd'hui à l'Élysée s'est organisée dans le week-end très rapidement. Il y a le Royaume-Uni qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais d'autres pays qui font partie de l'Union européenne comme l'Italie, l'Espagne, le Danemark, la Pologne ou encore les Pays-Bas. Il n'y a pas la Hongrie de Viktor Orban. C'est important de le dire, parce que Viktor Orban, qui a toujours été pro-paix, a toujours dit, mais voilà, c'est une réunion de pays frustrés, je cite ces mots. Il y a aussi la présidente de la Commission européenne, le président du Conseil européen et, vous l'avez dit Laurence, le secrétaire général de l'OTAN. La réunion ne devrait pas tarder à se terminer, puisque Olaf Scholz doit partir à 18h. Vous savez que le chancelier allemand est en campagne électorale et on entend déjà les moteurs qui se préparent à accueillir les dirigeants. Il y avait 2 thèmes majeurs. L'Ukraine, bien sûr, les pourparlers de paix. Comment sécuriser une paix durable en Ukraine? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, par exemple, envoyer des troupes au sol? Certains pays européens y sont favorables, d'autres non. L'autre question, c'est la question du financement pour cette paix. Et puis, plus largement, d'ailleurs, pour assurer la sécurité en Europe dans les années à venir. Donc on dépasse même le strict cadre du processus de paix en Ukraine, ici lors de cette réunion qui se tient aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron. Merci Clélie Mathias, Florian Doré, Gauthier Le Breton. Les Français, peut-être ceux qui nous écoutent et nous regardent, se disent c'est loin de nous, ça ne nous concerne pas. Mais si, ça nous concerne en réalité. On est en train de se faire absolument dépasser par les événements. Ah, et puis ça les concerne quand la France donne plusieurs milliards à l'Ukraine avec l'impôt des Français. Je peux vous dire que ça les concerne directement. Il y a eu un vote au Parlement, mais on n'a jamais consulté les Français sur l'aide versée à l'Ukraine, qui se compte donc en milliards depuis le début du conflit. Donc évidemment, et puis c'est aux portes de l'Europe, comme on a l'habitude de le dire. Et donc, si vous voulez, cette réunion, c'est de la com. Quand vous êtes hors jeu, complètement hors jeu, vous essayez de trouver une parade. Emmanuel Macron, pas que de la com.
Excusez-moi. Madame Meloni est là. Enfin, je veux dire, les Européens, ils ont un petit peu, ils sentent le vent de l'histoire qui leur. Ils vont annoncer quoi en sortant de cette réunion, Laurence? Mais écoutez, je ne suis pas porte-parole de l'Élysée, mon cher. Non mais ils sont hors jeu. C'est une réunion de personnes qui sont hors jeu, qui ne comptent plus, qui ne pèsent plus. Emmanuel Macron a essayé, c'est le seul point qu'on peut lui accorder au moment de la réouverture de Notre-Dame, de réunir avec succès Donald Trump et Volodymyr Zelensky, et plus rien. Et donc les deux présidents vont se retrouver sans passer un coup de fil à Emmanuel Macron ou à qui que ce soit en Europe. Donc, puisqu'ils sont hors jeu, il faut faire semblant, et donc on se réunit, on sortira de là sans rien annoncer, sans... Si, il y aura des déclarations. Oui, mais une annonce... Non, il n'y aura pas de déclaration. Pas de communiqué, non. Il n'y aura pas de communiqué. Il ne peut pas y en avoir. Pourquoi ça sert? Ils n'ont pas de réponse. Pierre Lelouch. Voilà. Le sujet, c'est que... Ok. Moins d'un mois après son investiture, moins d'un mois, on est le 17 aujourd'hui, il a été investi le 20 janvier. La semaine dernière, il a ce coup de téléphone avec Poutine et il avait promis de régler cette affaire, il la règle, aux conditions des Russes. C'est-à-dire, la négociation est simplement américano-russe hors les autres. Deuxièmement, les Russes conservent ce qu'ils ont obtenu militairement, c'est-à-dire le Donbass et la Crimée. Troisièmement, il va y avoir la levée des sanctions, parce que les business is business. Et tout ça se réunit dans la foulée d'une réunion à Munich où le vice-président leur a donné une leçon de démocratie sans précédent. Donc c'est une espèce de divorce militaire suivi d'un divorce idéologique. Et dans la foulée, aujourd'hui même, les ministres américains et russes arrivent à Riyad pour négocier demain. Et pendant ce temps-là, les Européens, ils ont une réunion de crise pour essayer de savoir comment ils vont faire. Et moi, j'ai réfléchi toute la journée, en me mettant à la place de ces gens-là, de ces grands chefs d'État. Et je me dis, bon, maintenant, comment je fais pour acheter un strapontin à la table de négociation? Même pas une place, un strapontin. Qu'est-ce que je fais pour convaincre Trump envoyer des troupes au sol, comme disent les Anglais? Non, ça c'est un autre sujet. Ça c'est le deuxième sujet. Heureusement. Et encore plus. Non mais juste là, comment je fais pour aller? Qu'est-ce que j'ai comme moyen de pression? J'ai compris ce que vous m'avez dit. Alors, je le t'arrête rapidement, François. Oui. Non mais ce qu'on voit, c'est aussi que les Européens paient leur aveuglement depuis maintenant 3 ans. C'est-à-dire que la première année du conflit, ils ne voulaient pas se mettre à la table de négociation, pensant que l'Ukraine pouvait encore gagner, alors que tous les observateurs un petit peu avisés, notamment Pierre Lelouch, nous disaient que ça allait être plus compliqué que cela. Donc, que veulent-ils faire? C'est qu'ils veulent en effet obtenir un strapontin, ils veulent obtenir une victoire de communication, une démonstration de force d'Européens, sauf que c'est un mal européen, et j'allais dire français, de faire un conseil, une commission, un conclave, alors qu'on sait que les dés sont pipés et que la bataille, aujourd'hui, elle se joue entre les Américains et les Russes. On n'aura aucun impact. François Pupponi, Joseph. Là, c'est une réunion de vente panique. Mais oui. C'est-à-dire que les Américains font ce qu'ils ont dit. C'est de la com. Et nous, on dit, ah mince, ils le font. Et venez vite à Paris, et comment on fait maintenant? Voilà. C'est-à-dire que personne n'a anticipé ce qui se passait. Alors que c'était écrit, annoncé, déclaré. Dans toute la campagne de Trump. Et connaissant un peu Trump, ils le connaissent, il fait ce qu'il dit. Il avait dit 29 Je vais vous donner un chiffre. Pierre Lelouch, après Joseph. Le déficit commercial, le premier déficit commercial des États-Unis, c'est la Chine, 290 milliards de dollars. Le deuxième déficit, c'est l'Europe, 230. D'accord. Donc, quel est le moyen de pression qu'on a sur quelqu'un qui va déjà nous mettre des droits de douane? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va dire à Trump pour qu'il nous accepte? Première question. Deuxième question, les garanties de sécurité, une fois que l'armistice est signé, les Ukrainiens disent, bon, maintenant que les Américains s'en vont, on veut une armée de 200 000 Européens. D'abord, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et les Américains ont dit, attendez, si vous, les Européens, vous rentrez en Ukraine, alors vous rentrez hors OTAN et hors protection américaine. Vous prenez vos risques. Alors ma question, quel est le pays qui va aller risquer d'entrer dans un bourbier pareil pendant les 10 ou 15 ans qui viennent? Avec quels moyens? Et c'est ça la question qu'ils ont ce soir sur la table. L'Anglais, il a dit, moi j'y vais. Il a dit ça comme ça. Mais je pense qu'ils peuvent, ils sont capables de dire. Les Anglais? L'ambiguïté stratégique. Un peu tous. Pour exister. D'envoyer les troupes au sol? Là, sortir de cette réunion et dire... Pour sécuriser. Il leur reste plus de temps. Alors, dernier mot, Joseph, avant la pause. Non. Je pense que là, ce qui est en train de se passer, c'est
c'est la fin de l'Union européenne tel que les pères. On voit le chancelier Scholz qui s'en va là. Tel que les pères fondateurs l'avaient créé. Maintenant, tout ce discours autour de l'Union européenne nous a garanti la paix, nous a garanti pendant des décennies de paix. C'est terminé. Là, ça vient de se terminer. C'est l'OTAN qui garantit ça. Et bien sûr, c'est l'OTAN. Donc il faut siffler la fin de la récréation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est possible de construire aujourd'hui ? Voilà, ou de reconstruire aujourd'hui, encore un problème de reconstruction. Qu'est-ce qui est possible de reconstruire aujourd'hui ? L'Union européenne, c'est terminé. Bon, allez, Gauthier, dernier mot. Non, parce que, Monsieur le ministre, vous rappeliez à juste titre, évidemment, le discours choc de J.D. Vance, et je vois que tout le monde... On va en écouter un petit extrait. Pousse un peu, voilà, la voix contre J.D. Vance, notamment notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Alors ça ne mange pas de pain de dire J.D. Vance fait de l'ingérence, il nous fait la leçon. Quand vous êtes aussi faible avec l'Algérie, comment voulez-vous être respecté déjà par Donald Trump ? Quand on ferme des télés en France, monsieur Brett. Ça ne nous a pas échappé, oui. Oui, quand on ferme une télé, quand il dit il y a un recul des libertés en Europe, et il cite plein d'exemples, en Suède, en Écosse, en Angleterre. J'invite les gens à lire ce discours qui est court. Allez, dernier mot, Gauthier. Non, vous aviez terminé ? Non, mais bien sûr, oui. C'est vrai que quand il parle de liberté d'expression qui recule en France, enfin en Europe, la semaine où le Conseil d'État doit statuer sur C8, quand il parle de crise migratoire et d'immigration non contrôlée, quand le JDD publie les chiffres de la submersion, pour reprendre le titre, évidemment que ça fait écho. C'est bien beau. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est bien beau de prendre la parole contre J.D. Vance, très bien, quand on se tait et on ne dit rien face à l'Algérie, alors que ça fait 3 mois que Boualem Sansal est dans sa geôle. Petite pause, 18h13, on se retrouve dans un instant, on poursuit ce débat.